Voilà, nous sommes de retour. On s'excuse encore une fois pour cette interruption qui est hors de notre volonté. C'est une interruption liée à la connexion Internet. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas notre jour de chance par rapport à la connexion. On va reprendre là où nous étions, professeur Samir Amara, on s'excuse encore une fois. Donc, on parlait des stratégies adoptées euh, à l'échelle internationale. Oui, je suis moi-même désolée. C'est un peu contraignant. On va reprendre donc sur les stratégies, donc avec confinement ou sans confinement. On va commencer pour voir. Je vous ai dit que en fait les stratégies sont adoptées en fonction donc de degrés de préparation, en fonction aussi donc de la donc de degré de l'épidémie et c'est pour ça que des pays ont choisi de faire le confinement, ou bien contraints de faire le confinement, et d'autres, ils n'ont pas fait le confinement. Voyons pourquoi ils n'ont pas fait le confinement. Parce que tout simplement, c'est des pays d'abord qui étaient préparés donc aux épidémies. Ils ont vécu l'épidémie donc de SARS de, de SARS en 2002-2003. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu donc rapidement la découverte donc, de ce virus, de ce SARS-CoV-2, et puis ils se sont directement lancés dans la recherche et puis la fabrication des tests rapides, et donc ils se sont préparés rapidement et ils ont fait des tests donc de dépistage de masse. Dépistage de masse pour identifier les personnes qui sont atteintes, aussi pour pouvoir les dépister, donc dépister le maximum possible, mais de façon très précoce, tracer tous les contacts donc des malades, des patients et puis les identifier, faire l'autoconfinement des Covid+, mais avec une surveillance, avec un monitorage donc de leur déplacement grâce donc à une collaboration étroite avec les opérateurs donc téléphoniques, et ils ont une carte donc de tous les malades Covid+ qui peuvent suivre donc de près. Évidemment, ces gens ces populations qui étaient cette population et qui étaient confrontées donc à d'autres épidémies étaient bien disciplinés, savaient donc quelles sont les mesures les mesures donc d'hygiène, la distanciation, les mesures barrières. On a vu qu'ils portaient donc des masques dès le début, alors que à l'époque, enfin à la première période, si vous vous rappelez, donc même l'OMS ne préconisait pas ça, et bien sûr respecter donc la distanciation. Vous m'écoutez, c'est bon? Oui, on est là, Madame Soubira. J'aimerais à chaque fois rappeler ça parce que pour ne pas justement se retrouver avoir le même problème. Oui, tout à fait, retrouver parce que bon pour moi la connexion n'est pas mauvaise. D'autres pays, comme je l'ai dit, ils étaient donc obligés de faire donc ce confinement, comme les pays de l'Europe, certains pays de l'Europe, comme l'Italie, la France, la Belgique, ou d'autres, l'USA et Grande-Bretagne. L'USA et Grande-Bretagne, ils ont misé plutôt au début sur donc l'immunité générale, l'immunité collective, et ils ont dit donc c'est un virus qu'on connaît pas, qu'on n'a pas. Donc pour diminuer, pour casser la chaîne, il faut avoir une immunité collective. Mais très vite, ils se sont retrouvés avec un nombre faramineux donc de décès, un nombre très important, avec une capacité hospitalière qui a été rapidement dépassée, surtout en matière donc de soins intensifs. Ils étaient obligés donc d'indiquer le confinement général. L'Italie est en confinement général depuis plus de 2 mois. L'USA, Grande-Bretagne depuis quelques semaines, et aussi la France donc depuis un mois, plus d'un mois. Donc pourquoi le confinement? Le confinement, c'est pour briser la chaîne de transmission, limiter le nombre de malades hospitalisés et casser donc cette dynamique de propagation exponentielle. Donc la fameuse courbe que vous avez vue à chaque fois,
parce que donc quand il y a une maladie, une épidémie à forte contagiosité, la courbe elle est exponentielle, donc de nombre de malades, de nombre de décès, et il faut la seule chose c'est donc de pousser donc la distanciation au maximum avec un confinement général. Mais on sait le coût très important de ce confinement. Le coût, il est surtout donc économique et social. Certains pays peuvent donc se le permettre, mais on ne peut pas rester en confinement jusqu'à avoir donc le vaccin. On ne peut pas rester sans confinement sans limite. Et donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois penser au déconfinement. Et l'Allemagne est une exception par rapport à ses pays voisins parce qu'elle a opté pour le test donc pour le testing de masse, et elle fait dans les 500 000 tests par semaine, et elle a généralisé les tests dans tous les laboratoires, et donc les laboratoires, que ce soit privé, que ce soit, et avec donc un autoconfinement, et ça lui a permis donc de ne pas se retrouver donc avec un confinement général, et elle a par rapport un nombre de décès donc relativement très très faible par rapport aux autres pays. Qu'en est-il en Tunisie? Voilà, exactement. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place en Tunisie? Voilà. Donc, je vous ai dit, nous, on a eu la chance donc de voir nos voisins, d'avoir donc l'Italie et la France, et d'avoir donc l'expérience des autres pays. Et puis, notre premier cas donc a été diagnostiqué donc le 2 mars 2020. Et tous les cas qu'on a eu donc au début, c'était des cas importés. Donc, on sait très bien qu'on n'a pas. Il faut dire quand même que le nombre donc de cas et le nombre de décès, il est vraiment proportionnel au degré de trafic donc aérien qui existe donc dans certains pays. Donc, on sait très bien donc la France par exemple, la France ou Paris déjà donc avec des millions donc de visiteurs, et puis les autres pays. La Tunisie, quand même, on n'a pas un trafic aérien très important, et les premiers cas ont été donc importés de l'Italie, France, et puis la Turquie et puis l'Égypte. Ce sont tous les cas donc ont été importés. Et vous savez très bien qu'au début, donc on a commencé je pense c'est fin janvier, donc a commencé à faire le contrôle donc de la température dans les aéroports et dans les contrôles donc portuaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment le matraquage qui a été fait par tous les médias concernant les mesures d'hygiène, l'éducation sanitaire, et ça, c'était vraiment très, très, très bien réussi. Et donc, tous les cas suspects, les cas probables sont détectés, mais il y avait au début un seul laboratoire de référence, qui est l'hôpital Charles Cole, et ça, c'était quand même quand même un point négatif. Et par la suite, on a vite donc commencé à avoir donc 5 laboratoires qui font le test donc par PCR. Et puis on a toujours eu donc le contrôle donc de tous les contacts des patients qui sont positifs, et ont été mis autoconfinement au début. Mais on sait très bien que début mars, on a eu un afflux donc de Tunisiens venant donc de l'étranger. C'est la période des vacances, et puis qui n'ont pas respecté le confinement malheureusement, et on a vu la courbe qui a commencé donc à augmenter. Pourtant la fermeture, on a fait la fermeture des écoles et des universités donc même pas vers donc début donc de mars, et ceci lié à un afflux de milliers et de milliers de gens qui sont venus de l'étranger. Et le 16 mars, on a eu une contamination horizontale, la détection donc d'une contamination horizontale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été contaminé qui ne connaît pas, c'est un cas autochtone, ce qu'on appelle le cas autochtone, qui n'a pas été contaminé donc par quelqu'un qui est venu de l'étranger, et c'est ce qui a poussé donc les autorités à décréter donc le confinement général le 22 mai. Donc, alors que il faut quand même préciser, si je reviens donc à la courbe, vous voyez que le 22 mars, on n'était même pas à 300, on était peut-être à 300 cas
et alors que 300 cas c'est pas beaucoup, mais on a opté pour le confinement général. Pourquoi? Parce que d'abord on n'était pas préparé donc sur le plan sanitaire, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux. On sait très bien donc les conditions de nos structures hospitalières. Et puis donc c'est pour ça que on a opté plutôt pour un hôpital donc Covid plus, un centre donc dédié Covid plus, et puis d'isoler tous les cas, et puis d'isoler tous les cas Covid plus dans des centres dédiés s'ils sont asymptomatiques ou des signes mineurs, d'hospitaliser les Covid plus dans un hôpital dédié. Et ça, c'était donc une mesure très intéressante parce que ça permet de contenir donc, de la maladie. Et puis, le confinement obligatoire de tous les ressortissants étrangers qui sont venus. On voit actuellement vraiment plusieurs hôtels donc accueillent ces ressortissants et qui sont en confinement obligatoire, soit dans des hôtels, soit dans d'autres structures. Et on a élargi donc les laboratoires. Et vous avez vu qu'on a fait qu'on fait actuellement, on a fait 18 165 prélèvements et on a jusqu'à aujourd'hui 909 cas sont confirmés. Donc toutes ces mesures, en fait, ces mesures ont contribué donc à maîtriser cette épidémie pour le moment. Enfin, je dis bien pour le moment, à maîtriser, et parce que on voit que qu'on est actuellement, je reviens sur la courbe, 5, 10, on ne dépasse pas, donc 15, 20, rarement on a même pas dépassé donc 20 malades, parfois même moins depuis là 3 jours, on est moins de 10 malades. Donc tout ça, c'est bien, mais par contre il y a quand même quelque chose, on n'a pas une idée sur le nombre de cas qui sont porteurs sains. Donc et puis donc on n'a pas une idée, et ça c'est pourquoi? Parce qu'on continue à dépister uniquement les gens qui sont symptomatiques, je le dis bien, symptomatiques, ou bien qui sont au contact donc d'un patient qui est positif, ou bien le contrôle donc des patients qui sont déjà positifs pour voir la charge virale, comme je vous ai dit, et puis pour voir donc s'il est guéri ou pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a 94 patients qui sont hospitalisés en service de médecine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de réanimation. 32 en réanimation, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intubés, ventilés, non. Donc c'est qu'ils sont graves, mais on préfère donc ils sont en milieu de réanimation plutôt que il n'y a pas donc dans une dizaine peut-être qui sont ventilés, et donc on arrive à maîtriser, mais il y a, comme je vous ai dit, une difficulté d'évaluer les porteurs sains. Et il faut penser, pourquoi je dis ça? Parce que le déconfinement, c'est quoi? Le déconfinement permet donc d'arrêter cette chaîne, mais le confinement. Mais le déconfinement va nous faire revenir donc à la case de départ. Et donc on risque d'avoir une deuxième vague au moment du déconfinement si on ne dépiste pas plus, et on fait un dépistage très très important et plus de tests. Donc voilà. Donc on doit prendre d'autres mesures pour réussir justement ce déconfinement. Voilà. Le déconfinement, donc comme on a vu la stratégie donc pour maîtriser, il faut avoir aussi une stratégie pour le déconfinement. Et là il n'y a pas de règles. Il faut surtout, donc tout doit être adapté à notre population, à notre pays et à différentes régions. Par exemple, pourquoi je dis? Parce que le confinement il est simple. Personne ne sort. Vous restez chez vous et c'est très facile. Mais le déconfinement, c'est un processus qui est complexe, qui est lent, qui doit être donc progressif pour vraiment ne pas revenir à la case
de départ comme si on n'a rien fait. Alors que donc il faut cibler d'abord le dépistage de masse. Le dépistage doit être ciblé. Pourquoi? Bon, l'idéal c'est de faire le maximum, mais quand on n'a pas la possibilité, quand c'est pas disponible et quand on s'est pas pris assez à l'avance, parce que le déconfinement, il faut penser à le déconfinement quand on aurait fait le confinement. Et il faut savoir comment on va faire le déconfinement dès le début. C'est ça ce qui est donc en matière de stratégie, il faut toujours avoir une vision. Mais comme je le dis, on est dans un processus nouveau, dans un virus à multiples facettes, et on ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc tout est fait de façon très très accélérée. Mais il faut savoir qu'on doit réussir le déconfinement. Moi, je dis toujours, on a réussi le confinement, on doit réussir le déconfinement. Première chose, d'abord le port obligatoire des masques. Donc, les mesures barrières doivent être très strictes. Celui qui n'a pas de masque ne doit pas sortir. Il doit rester chez lui et on doit être flexible, que ce soit sur le plan de travail ou sur le plan, c'est-à-dire, il ne doit pas sortir. Le port de masque obligatoire, donc, à l'extérieur, respecter les mesures de distanciation et le respect donc de l'hygiène. Et là, je l'ai dit, donc les médias sont en train de faire donc un travail extraordinaire. Et puis, mais il faut avoir une idée sur le taux d'infection de la population. Il faut connaître le pays. Vous savez, dernièrement, il y a eu pas mal de gens, ils se sont dit, peut-être on est déjà immunisé, peut-être donc l'épidémie a commencé au mois de décembre, peut-être parce qu'ils cherchent en fait à trouver donc je dirais des indices qui sont très positifs. On espère que notre population soit déjà immunisée, mais moi personnellement je ne le pense pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire un dépistage. Dépister d'abord les travailleurs dans les chaînes alimentaires, dépister tous les personnels de la santé, les usines, mais dépister aussi, bien sûr, à l'échelle donc des régions ou à l'échelle des quartiers, là où on a une concentration de malades. Et là, on a une idée, donc sur la cartographie. Moi, je pense qu'il faut pas se fier trop, parce qu'on a fait vraiment le stop corona, c'est très bien. Le stop corona, c'est une application où on rentre, on met donc si on a des symptômes. Moi, j'ai personnellement peur parce que on sait que on a beaucoup de jeunes qui peuvent le prendre comme un jeu, ils peuvent mettre n'importe quoi. Ils peuvent ne pas donc tout simplement donner une idée très véridique donc de ce qui se passe dans notre population. Il faut voir quelles sont les populations. On sait par exemple la région de Gafsa, là où il y a le quartier, on sait que c'est Djerba, on sait quand même dans certaines Manouba. Et puis il faut, moi je dirais, impliquer tous les chefs d'entreprise, impliquer les entreprises. Les entreprises sont responsables aussi de leur personnel. Il faut leur donner les moyens et surtout donc l'autorisation de tester leur personnel et tous les patients, les gens ou le personnel qui est immunisé, il peut travailler donc sans problème. Pour les autres, pour nous, on les appelle les naïfs du point de vue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en contact avec le virus, ils vont avoir donc des mesures donc spécifiques avec les mesures de distanciation, avec les ports de masque, avec beaucoup plus sévères que les autres qui sont immunisés. Donc il faut impliquer les usines, il faut impliquer les chefs d'entreprise, et il faut aussi donc dans les écoles, dans les écoles, il faut le faire et de façon continue. On ne peut pas dire on le fait maintenant, non, de façon continue. Donc il faut toujours faire appel donc miser sur le dépistage. Pourquoi? Parce que ça nous permet soit de détecter les malades qui sont déjà immunisés, c'est-à-dire qui ont des JGG et qui n'ont pas d'IgM, et tous ceux qui ont des IgM, il faut qu'ils complètent donc par un prélèvement pour voir s'ils sont encore positifs ou pas. Donc vous voyez, c'est une démarche. Il faut détecter les Covid, les isoler
garder en confinement tous les sujets à risque, les sujets âgés, au-delà donc de 65 ans, de pas sortir, les sujets qui ont donc des pathologies chroniques, tous les sujets à risque doivent rester en confinement. Et le confinement, donc, et puis respecter les distanciation. Et je pense que ça, la Tunisie, elle a bien compris. Et donc, toutes les mesures doivent respecter les distanciations. Reste la population donc ciblée par les tests rapides. On doit généraliser, doit faire plus des tests sérologiques, mais aussi des tests antigéniques. Donc, si on a actuellement 200 000, je ne sais pas quand on dispose de combien, il faut continuer à faire des appels d'offres et il faut donc se préparer pour un budget donc propre à ces tests. Voilà. Juste, professeur Semira, concernant justement les mesures à prendre, donc nous avons une question de Hans Abel Mansour qui nous dit Oui. après confinement, le port de masque sera toujours obligatoire et pour tout le monde ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour tous ceux qui sortent, on n'a pas le droit, ça doit être obligatoire, et on doit pas avoir le droit de sortir sans masque. Si on n'a pas de masque, on reste chez soi. D'accord. Donc ça, c'est une généralité pour tout le monde. Tout le monde doit porter son masque. Je pense que ça va être adopté, cette mesure, port obligatoire des masques. C'est pour ça que vous avez vu qu'on se prépare pour avoir des millions de masques. Donc, mettre à disposition les gens à des prix, donc vraiment, c'est pas très important. Et puis, pour le port de masque, parce que ce sont les mesures barrières. Les ports de masque obligatoires. Vraiment, il faut donc insister sur ça et aussi donc dépister. Ça c'est pour l'État. Donc bien sûr pour pour le citoyen, le respect donc des règles d'hygiène, toujours donc se laver les mains à chaque fois donc qu'on touche quelque chose et vraiment se mettre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, le virus continue à circuler. On ne dit pas que le virus n'est plus là parce qu'on a fait le confinement. Non, le confinement, il arrête la propagation, il diminue la propagation, mais on continue à avoir des gens qui sont asymptomatiques ou des gens qui sont porteurs du virus et qui sont, voilà, et qui ne sont pas pathologiques, et donc on ne voit pas. On peut pas les détecter, sauf si on détecte ça par justement ce dépistage, soit par les tests antigéniques, soit par les tests donc sérologiques. Donc tant qu'on n'a pas de vaccin justement, devant un virus qui est à forte contagiosité, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à porter donc un masque. Moi, je l'ai dit à chaque fois donc autour de moi, surtout donc que ce soit à l'hôpital ou dans ma famille, il faut s'habituer donc à porter un masque. Lorsque vous n'avez plus de masque, vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Et donc, il faut s'habituer à porter un masque tout le temps. Parce que le virus, il est toujours là. On n'a pas une idée sur, justement, notre degré de l'immunité, mais je pense qu'on a une bonne immunité. Hein, oui. Je pense que nos jeunes ont une bonne immunité, et rien qu'à voir donc, le chiffre, le nombre, donc, qui indique le nombre de malades et le nombre surtout d'hospitalisés. Avoir donc une centaine qui sont hospitalisés, c'est pas, je pense qu'on n'a même pas 10% qui ont été hospitalisés par rapport aux 900. Et donc, 10 à 12%, c'est pas beaucoup. Avec donc une létalité, avec une mortalité pour ce nombre qui n'est pas très important. Et je pense que si on va faire plus de détection, le taux de mortalité ou de létalité va diminuer. Et donc, on a une bonne immunité. Je pense, moi, personnellement, on a une bonne immunité parce que ça, c'est grâce justement à la couverture donc du vaccin, que ce soit par le BCG, que ce soit par le virus, donc par la rougeole. Je dis pourquoi, parce que les études qui sont effectuées actuellement sur le virus, sur le vaccin du Covid en France, ils ont pris le vaccin de la rougeole et ils ont ajouté donc des antigènes, une séquence antigénique
donc du Covid, du SARS-CoV-2, et les études sont assez avancées dans ça. Donc actuellement toutes les études visent. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure j'avais parlé donc du modèle épidémiologique. Comme on n'a pas assez de modèles épidémiologiques anciens, et certains proposent donc de rassembler, d'avoir le maximum de connaissances et de documentation. Et si on est bien documenté, si on connaît donc le monitorage donc des patients, les techniques d'intelligence artificielle vont nous faciliter justement grâce à ces logiciels et déporter ce qu'on pouvait faire donc ce qu'on faisait donc en 2-3 ans, on peut le faire en quelques heures avec l'intelligence artificielle et va sûrement nous donner donc quelles sont les techniques et comment donc combattre ce virus. Et il y a énormément de travaux dans ce sens. Il y a énormément donc de travaux actuellement qui utilisent l'intelligence artificielle et je pense que le Covid il est en train donc de propulser l'innovation et l'adoption donc de l'intelligence artificielle et du big data dans les stratégies sanitaires dans différents pays et on doit en profiter. C'est pour ça que je dis, je l'ai redit ici, il faut avoir un traçage de données mobiles. Je sais qu'on a une contrainte concernant la législation, le respect donc des données personnelles, mais bon, pour l'intelligence artificielle c'est anonyme, mais il faut faire un traçage, que ce soit par le traçage que ce soit par des bracelets ou par les bracelets ou bien par les mobiles pour pouvoir contrôler. Et on a vu nos jeunes comment ils ont qui ont le sens de l'innovation. On a vu, je pense, le Covid. Certaines initiatives venant de certains étudiants, je suppose que vous parlez de ça. La mobilisation des étudiants et de leurs enseignants. Tout à fait. On a vu, donc, ils ont déjà fait un respirateur, à Sousse. Aussi, donc, nos jeunes étudiants de l'ENIT, ils sont en train de faire un respirateur. On a vu les visières pour comme protection, donc elles ont été donc fabriquées toutes par nos jeunes, par nos étudiants. Et là, on voit donc réellement d'abord donc un air de solidarité jamais vu donc en Tunisie. Je pense que le Covid doit nous unir pour vaincre d'abord ce Covid et puis limiter surtout ses conséquences économiques. Vous êtes bien placé pour le dire. On risque d'avoir justement un impact donc économique et social très important. Et donc, il faut tenir vraiment l'opportunité pour l'innovation et pour développer d'autres créneaux, et particulièrement le créneau donc de la technologie donc de l'information et aussi donc la créativité donc de nos jeunes, que ce soit dans l'industrie donc l'industrie de la tout ce qui concerne donc la santé, mais aussi dans d'autres domaines. Donc moi je dirais libérer nos compétences, libérer. J'ai vu une question sur justement quelques-uns. Vaudé. Oui, je vous écoute. Il y a une question. Je pense quelqu'un a mis, enfin peut-être un groupe, il a mis nous sommes des doctorants en chômage. Comment on peut aider? Exactement. Et à qui s'adresser? Moi, je dirais vraiment, il faut s'adresser à votre université, à votre faculté. Et vous pouvez nous contacter. On est à l'hôpital et donc vous pouvez nous contacter si vous avez vraiment des idées concernant donc la médecine, concernant le secteur de la santé. Et sinon, là,
on voit donc un engouement vraiment à l'échelle de l'université. Il y a des gens il y a des étudiants qui dorment sur place, qui ne rentrent pas. Je les ai vus et on travaille en collaboration actuellement avec l'ENIT aussi pour des box, pour des malades, parce que on va faire donc pour les aérosols et pour aussi pour les box pour l'intubation. Et tout a été, on leur donne donc un schéma et eux ils sont en train de les faire. C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut les encourager et leur donner les moyens. Et il y a certaines associations qui vont être impliquées justement pour l'innovation, donc ces petits projets de nos jeunes qui sont en train de les faire, qu'on peut que saluer, Moi, je suis certaine que le monde d'après Covid va être axé sur l'intelligence artificielle et le secteur de la santé sera le plus impacté sur ça dans les 2 prochaines années. Donc, c'est-à-dire le premier, parce qu'avant, on pensait, quand on parle d'intelligence artificielle, on le voyait dans la génération la génération future. Je pense que notre génération, notre génération va vivre aussi l'ère donc de l'intelligence artificielle et pouvoir peut-être donc en profiter, parce que tout ce qu'on peut faire, on faisait en 3 ans, on peut les faire dans quelques heures et seulement donc il faut se donner les moyens. On a l'opportunité de le faire parce que on a ce que Bourguiba disait, donc le maître de Charma, on a des jeunes extraordinaires. Vous savez, je pense que la Tunisie, les ingénieurs en France et en Europe, ils sont les premiers, donc en termes donc de pourcentage, les premiers parmi les étrangers. Ils partent. Donc on a énormément d'ingénieurs qui sont à l'étranger. Et on a donc des jeunes qui sont des génies en informatique, en technique, donc en technologie informatique, et il faut leur donner donc les moyens. Notre gouvernement doit avoir aujourd'hui comme vision le développement du savoir, le développement du savoir et miser sur justement sur la technologie de l'information, parce que là on a un potentiel très important. Très important. Voilà. Oui, comme on dit, derrière chaque crise, il y a toujours des opportunités. Je pense que ce sont là les vraies opportunités, notamment le développement de ces nouvelles technologies dans le secteur de la santé, les innovations en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, comme vous venez de dire, le big data, l'encouragement aussi de cette jeunesse tunisienne qui l'a bien montré, s'est mobilisée durant cette période de crise. Alors, professeur, on a vu, peut-être j'ai oublié de vous dire, qu'il y a aussi le développement de la télémédecine qu'il faut vraiment appuyer. Vous avez hier, donc déjà, on a commencé à l'hôpital de la Rapta, donc de faire, de travailler sur une application qui est Tobba.tn, donc pour avoir des consultations à distance. Et il y a aussi une plateforme pour les Covid. Vous avez vu pour les Covid et qui ont besoin donc d'une consultation à distance et qui fait appliquer plusieurs médecins de libre pratique. Donc vraiment, on voit que le monde donc de la technologie et de la digitalisation et du télétravail qui est en train de se développer, ce qu'on n'a pas fait pendant les 5 ou 10 ans, donc ces dernières années, peut-être on peut les rattraper donc dans les 2 prochaines années. Exactement. Et puis, je ne peux pas finir sans dire que le secteur de la santé qui a été marginalisé donc ces dernières années, moi-même j'étais ministre de la Santé et on vivait, tous les ministres de la Santé vivaient donc une contrainte très importante parce que lié donc au financement de ce secteur, le financement, les difficultés que vit donc les caisses donc sociales et la CNAM donc qui subit, je dis bien subit parce que la CNAM n'est pas déficitaire, mais subit donc les déficits des caisses et puis les déficits des hôpitaux
qui a rendu donc l'hôpital public en difficulté et, grâce grâce au Covid, je dirais, donc on a vu tous les hôpitaux qui sont en train donc de travailler pour améliorer donc les conditions et le ministère, mais aussi avec donc les dons. On a eu énormément de dons et on voit quand on a la possibilité, donc quand on a les moyens, on peut faire énormément de choses et on a transformé en si peu de temps, donc que ce soit en matière d'équipement ou en matière donc d'accès aux soins, l'accès aux soins, surtout en matière d'équipement, parce que l'accès aux soins, tous les Tunisiens ont un accès aux soins, mais les hôpitaux ils vivent un déficit donc financier très très important et il faut dans les médias, moi je dirais, se pencher à la réforme de la santé. Voilà, je finis par ça. Et merci pour votre attention. J'espère donc pouvoir répondre donc je À la sais pas si majorité j'ai des répondu questions. aux questions et surtout aux attentes. Aux Aux attentes. attentes de tout le monde. À la fin de ce webinaire, je tiens au nom de toute l'équipe ESCA, professeur Samira Malari, à vous renouveler mes sincères remerciements. Merci encore une fois d'être parmi nous, d'avoir été notre invité. Merci pour toutes les informations partagées. Et on salue, sincèrement, on salue tous les efforts que vous êtes en train de déployer en cette période difficile. Espérons que les choses vont avancer vers le meilleur. Chers participants, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec notre invité français Franck Oubre qui va nous parler de comment devenir web entrepreneur et lancer son propre business en ligne. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux Ramadan, Ramzan Mabrouk à toutes les communautés musulmanes. Soyez connectés avec nous, rendez-vous demain et merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.